va commencer avec vous, Eric Kirstetter. Vous me disiez, en préparant cette table ronde, qu'il y a encore quelques années, quand on parlait d'avions chinois, ça faisait un peu sourire. Aujourd'hui, c'est en train de devenir une réalité. Oui, tout à fait. En fait, si on repense à ce qui se passait il y a 5 ans, la Comac, ils étaient en phase de test de leur avion phare, qui était une copie finalement assez ancienne de l'A320. Et on se disait, bon, ok, mais ça va prendre du temps. Maintenant, aujourd'hui, on n'en est quand même plus là. Ils ont vendu 2 avions qui sont en opération. Ils ont 1000 avions en commande. Et finalement, ils ont des clients à la fois sur le marché intérieur, mais aussi, qui est un gros marché, puisque le marché, comme vous le disiez tout à l'heure, la Chine, c'est 20% à peu près de la demande mondiale dans les 20 prochaines années. Donc c'est un marché qui est accessible pour la Comac. Et ils ont des clients qui sont, je dirais, ou des prospects dans des pays amis de la Chine qui pourraient être intéressés. Donc aujourd'hui, on voit que c'est plus quelque chose de virtuel, et surtout si on se projette à l'horizon 5 ans, 10 ans dans le futur, il est probable qu'ils réussissent à continuer à croître. Quand on les écoute, eux, ils se sont donné une ambition importante d'atteindre 20% de leur marché adressable, ce qui est beaucoup. Ils visent d'arriver à cadence 150 par an à l'horizon 2028, ce qui commence à devenir tangible. Ils ont un avion qui est beaucoup moins performant et plus coûteux que les avions d'Airbus ou de Boeing, mais néanmoins, ils ont un écosystème de clients presque captifs qui va leur faciliter la vie. Alors Nicolas Chrétien, récemment interrogé par des journalistes, Christian Scherer, DG de la division avion, déclarait que le C919 de Comac n'apportait pas grand-chose de nouveau, sauf la version chinoise de l'A320, et que la plupart des flottes mondiales avaient déjà fait leur choix entre le MAX et le Neo. Que change l'arrivée d'un troisième acteur dans votre stratégie ? Je pense que pour reprendre en fait, les phases dans lesquelles sont Comac, effectivement, il y a une première phase qui a été de dire est-ce que je suis capable de faire un copy-paste d'un avion ? Et il y a une première phase, à mon avis, de reconnaissance, on va dire, du niveau de sûreté et de qualité de l'avion qui passe par la certification. Et ce que peut-être vous n'avez pas mentionné, mais qui est pour moi un élément assez clé, c'est qu'aujourd'hui, Comac est en phase de certification du C919 auprès d'IASA. Et on pense qu'il pourrait probablement avoir la certification d'ici la fin de l'année prochaine. Ça, ce sera l'étape 1. Reconnaissance de on sait faire un avion, le copier, mais c'est de la technologie principalement sur étagère, dépendante de Western Economies. La deuxième étape, c'est une étape, comme vous l'avez décrite, de monter en cadence, industrialisation. Et je pense qu'ils ont les moyens de monter, on va dire, en cadence, du fait qu'ils ont effectivement ce marché captif. Ils ont enregistré près de 300 commandes auprès des Chinese Big Three. Et probablement, on va voir, du fait de la certification auprès d'IASA, ils seraient en mesure aussi d'élargir effectivement leur footprint en dehors de la Chine. Il y a une troisième phase qui va être une phase importante, intéressante aussi à regarder, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas une famille produit. Ils ont un avion. Donc, ils ont annoncé l'arrivée d'un shrink, donc un avion plus raccourci, et un avion plus étendu, donc 2 dérivés en fait, du C919, et ils préparent l'entrée en service du C929, qui est une version long courrier, ce qui leur permettrait de définir on va dire une famille de produits. Il va rester un enjeu majeur, je pense, pour Comac, et c'est en ça qu'on est dans un cycle d'industrie qui est assez long, qui est effectivement la qualité de soutien de ce qui va devenir une flotte de C919 et éventuellement C929. Et ça va prendre effectivement un peu de temps. Donc la question, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et je pense que la réponse de Christian, c'est aujourd'hui, effectivement, ça n'est pas, on va dire, un enjeu de compétition directe, sauf sur des marchés captifs sur lesquels, effectivement, ils auront les moyens, on va dire, de monter en cadence. Mais la question va être effectivement à quelle vitesse ils sont capables de franchir ces différentes étapes et à quel moment aussi, dans l'étape suivante, parce que c'est l'étape ultime, dans quel moment ils seront capables de développer aussi des technologies propres. Et on sait qu'ils sont en train de le faire. Ils sont en train de faire une copie d'un LEAP-1C de CFM. Et donc, ils développent eux-mêmes des capacités à développer effectivement un moteur. Et à quel moment ils seront capables, effectivement, non plus d'être dépendants effectivement, des pays européens ou des Américains pour fabriquer un avion. Et sur quelle technologie et comment, nous, industriels, on ne se fait pas disrupter comme d'autres secteurs que je ne nommerai pas ici.
Et c'est en ça que Airbus regarde des technologies qui sont disruptives, parce qu'on souhaite effectivement être en avant de l'ensemble de ces technologies avant que qui que ce soit les regarde. Philippe Couteau, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut expliquer que Safran travaille depuis plus de 30 ans en Chine sur le C919. Au-delà du moteur, vous faites aussi toute une série d'équipements. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, la relation entre Safran et la Chine, en fait, ne remonte pas à 30 ans, mais elle remonte à bien plus loin que ça, puisqu'elle remonte à 1913, pour être précis, à une époque où une délégation chinoise est venue en France et a acheté, pour ceux qui s'en souviennent, une douzaine d'avions Caudron, et qui étaient motorisés, comme chacun sait, par des moteurs à étoile Gnome, qui est l'un des lointains ancêtres des moteurs de Safran d'aujourd'hui, moteur qui propulsait l'avion à 100 km/h, donc ce qui était une prouesse à l'époque. C'était un avion de course et les Chinois avaient aussi besoin d'acquérir cette compétence, donc ils ont acheté ces avions. Donc la relation avec Safran a démarré à cette époque-là. Elle s'est poursuivie au fur et à mesure du siècle dernier, avec la fourniture d'équipements et de moteurs, notamment pour motoriser les super frelons qui ont été achetés par les Chinois. Puis ensuite, au début des années 80, il y a eu l'acquisition des premiers A320 et des Boeing 737 qui étaient motorisés par les premiers CFM56. Donc cette relation s'est établie comme ça progressivement. Et aujourd'hui, Safran est très présent en Chine. Nous avons plus de 2000 personnes, 2000 salariés en Chine. Et nous avons des relations avec les trois gros donneurs d'ordre que sont Avic, AECC, qui est le motoriste local, et puis bien sûr Comac. Et aujourd'hui, Comac a deux gros avions, si je puis dire, en fabrication, la RJ21, sur lequel nous sommes présents pour un certain nombre d'équipements, et le C919, pour lequel nous fournissons le moteur, la nacelle, un certain nombre d'équipements d'oxygène et de sécurité, le câblage de l'avion, et puis un certain nombre d'aménagements cabines. Donc vous le voyez, on est assez présent. On a la particularité chez Safran, en fait, de fournir des moteurs à la fois à Airbus, à Boeing et à Comac pour leurs trois avions court et moyen courrier. Donc c'est un peu une particularité. Bien sûr, les trois avionneurs ont un niveau de maturité très différent, comme chacun sait. Mais cette stratégie, c'est le reflet des choix que nous avons fait il y a un certain nombre d'années, qui est que Safran ne pouvait pas ignorer ce marché chinois. Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, c'est un marché colossal. Donc il fallait faire un choix. Nous avons fait le choix d'essayer de capter une partie de ce marché chinois, mais bien évidemment sous certaines conditions. Et ces conditions premières sont la protection de notre patrimoine technologique. Et sur le niveau de maturité industrielle, on a commencé un petit peu à en parler. Vous, comment vous l'évaluez de Comac ? Alors, j'aurais envie de dire qu'il y a deux niveaux de maturité. Il y a le niveau de maturité technique. Et là, il est évident que les Chinois sont en train d'apprendre. Comac est un avionneur jeune qui a besoin d'apprendre, de faire ses classes. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il le fait d'ailleurs de façon très rapide, d'autant plus rapide que le gouvernement chinois, à travers ses différents plans quinquennaux, soutient un certain nombre d'industries, dont l'aéronautique. Donc ça aide au financement et ça leur permet d'accélérer. Outre le fait que l'industrie chinoise est particulièrement bien organisée, il faut le reconnaître, très structurée. Donc la partie technique, ils sont en retard, mais ils avancent. Et effectivement, donc, la stratégie des Occidentaux, c'est d'avoir une longueur d'avance, comme Nicolas l'expliquait. Côté industriel, j'encourage ceux qui ne connaissent pas l'usine de montage de Comac à Shanghai d'y aller voir, parce qu'elle est quand même particulièrement impressionnante. Ils ont des moyens de production qui sont au dernier carat, extrêmement modernes. Bon, maintenant, encore faut-il acquérir la compétence et l'expérience pour organiser le montage et une supply chain à des cadences qui sont des cadences industrielles requises. Bien évidemment, ce que l'on constate, c'est que le C919 n'atteindra pas les cadences qu'on peut imaginer, que l'on voit aujourd'hui chez Airbus et que l'on espère revoir bientôt chez Boeing. Mais ils ont un outil industriel et ils ont les moyens de produire des avions, et ça, c'est évident. Sur cette question de la maturité industrielle, Eric, vous me disiez qu'il faut distinguer le moteur du reste de l'avion. Oui, c'est ce que vous venez de dire. En fait, il y a un peu pour moi, il y a trois familles. Il y a le moteur, qui sera le plus dur à acquérir. Il y a tout ce qui est avionique et système électronique, qui sont un peu plus simples. Et il y a tout ce qui est, on va dire, la mécanique au sens très l'électrique, qui est finalement déjà maîtrisé par la supply chain locale, en fait. Et donc, dans la croissance de la Comac et de l'écosystème asiatique, toute la question, c'est à quelle vitesse ils progressent sur les deux premiers sujets. Moi, ce que j'entends, ce que j'observe, c'est que on pense que sur tout ce qui est avionique et électronique, à l'horizon 7-15 ans, ils vont sûrement avoir réussi à
être autonome au moins pour faire des systèmes, on va dire, comparables à ce qu'on peut faire en Europe. Sur les moteurs, on est plutôt sur probablement 15 ans, 20 ans, on ne sait pas exactement honnêtement. Ce qui est sûr, c'est que si on fait un comparable avec l'industrie automobile, vous n'avez pas voulu citer de nom tout à l'heure, l'industrie automobile, en fait, elle a été complètement rattrapée par la Chine et maintenant elle est en train d'être battue par la Chine. Et il y a 20 ans, sur cette estrade, on n'aurait jamais dit ça. Et je peux vous dire, c'est quand même assez inquiétant, mais aujourd'hui, en Europe, on fait de l'espionnage industriel des technologies chinoises pour copier ce que font les Chinois dans la voiture, alors qu'il y a 20 ans, c'était l'inverse. Et donc, il ne faut pas négliger, en regardant ce qui s'est passé, leur capacité d'accélération. Et je pense que ce que vous disiez sur le financement est extrêmement important. Le fait d'être dans un État qui a décidé d'acquérir une industrie vaille que vaille, ils vont investir beaucoup d'argent et les dernières élections de la nuit dernière ne vont pas améliorer les choses, à mon avis. Peut-être sur cette question du niveau de maturité. Alors, j'aimerais bien revenir effectivement sur cet élément-là. Ce qui est intéressant, c'est que on est face à un défi majeur quand on parle de l'engagement du climat, du CO2, qui nous engage sur des aspects d'électrification, d'hybridation, et au fait, qui vient limiter et réduire les barrières à l'entrée. Au fait, c'est ce qui s'est passé dans l'industrie automobile. Et donc nous, on est assez conscients effectivement de ça. C'est-à-dire qu'au fait, le moteur électrique, c'est peut-être probablement ce qui peut disrupter un Safran ou un Airbus assez rapidement. Alors la différence, c'est que nous, on fonctionne dans la 3e dimension et qu'il y a des contraintes, c'est qu'on est plus sensible au poids que pour faire rouler une voiture ou un bus. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne, on va dire, avec la micro-hybridation. Mais qu'est-ce que ce sera effectivement dans 10, 15 ou 20 ans? Et ça, c'est un axe clé pour nous de recherche, avec la difficulté à laquelle on fait face. Je pense dans un écosystème où on ne bénéficie pas du même soutien. Il faut être clair aussi. Il y a, je pense, en termes de compétences, de force vive, il y a une volonté et une capacité à faire. Mais c'est vrai qu'on est clairement dans un environnement qui est plus prescriptif qu'incitatif, notamment en Europe. Et que là-dessus, probablement qu'il va falloir qu'on construise un engagement plus fort. Nous, c'est ce qu'on voit, par exemple, sur l'hydrogène, par exemple, où on voit que l'écosystème hydrogène n'évolue pas à la vitesse voulue. Donc il y a tout un tas d'engagements qui ont été pris par des industriels, par les États eux-mêmes. Mais aujourd'hui, les projets peinent à voir le jour. Et c'est le cas, évidemment, sur l'hydrogène, mais aussi sur les SAF, qui sont directement en drop-in sur les moteurs, qui sont des solutions de décarbonation. Et donc je pense qu'il faut vraiment nous donner les moyens d'accélérer effectivement ces roadmaps technologiques, parce que je suis d'accord tout à fait avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'à aucun moment on se dit que ça n'arrivera pas. C'est une question de when et pas une question de if. Après, pour l'instant encore, le C919 repose encore majoritairement sur des technos occidentales. Bah oui, c'est vrai, et on en est la preuve vivante, puisque aujourd'hui le C919 vole grâce au moteur LEAP, à une variante du moteur LEAP qui n'est pas le même que le LEAP 1A du Neo ou le LEAP 1B du Boeing Max, mais qui est basé sur une même architecture. Donc, comme le disaient Eric et Nicolas, effectivement, les progrès technologiques vont devoir se faire. Et le risque de voir un comac concurrent, il est quand même effectivement un petit peu éloigné. Pourquoi? Parce que quand on parle de concurrent, ça veut dire quelqu'un qui est capable de faire au moins aussi bien que les acteurs en place. Donc ça, c'est déjà le premier challenge. Et ensuite, la deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il soit capable de lancer un avion qui réponde à un besoin du marché. Or, ce dont ont besoin les compagnies aériennes, c'est un avion plus performant. Nicolas, tu le disais tout à l'heure, plus performant, notamment en consommation carburant. Et donc, les Chinois, tout comme Airbus et Boeing, vont devoir aller chercher la technologie là où elle se trouve, où qu'elle soit. Et c'est là que, de toute façon, l'ensemble des avionneurs vont se tourner vers les équipementiers, les fournisseurs, les motoristes qui ont ce niveau technologique. Et c'est là qu'à un moment donné, peut-être que les niveaux vont se rejoindre, mais c'est évident que ça va prendre beaucoup plus de temps pour Comac, qui a encore beaucoup à maturer. Alors, vous avez parlé pendant l'intro d'un chiffre de 20%, la cible à terme de Comac. Quelle compagnie pourrait être intéressée par le C919 Aujourd'hui, en fait, beaucoup de compagnies aériennes chinoises ont pris des commandes. Et aujourd'hui, ils targetent tout ce qui est Asie du Sud-Est et Afrique et les Russie.
Donc sur la Russie, ils ont un développement, c'est pas très clair, mais on pense qu'ils collaborent avec les Russes sur le développement. Et on a toutes les compagnies aériennes des pays amis de cet écosystème géopolitique qui sont incitées fortement à investir dans des avions Comac. Mais alors des compagnies aussi qui ont des standards aussi de sécurité peut-être un peu inférieurs, peut-être c'est ça Aujourd'hui, toutes les compagnies chinoises, elles utilisent la certification chinoise et donc leur avion il est certifié en Chine. Donc effectivement, mais après, comme c'était dit tout à l'heure, ils sont en train d'atteindre la certification des pays de l'Ouest. Donc à un moment, ce ne sera plus vraiment la question. Ce sera plutôt la question de la performance, je pense, qui restera une vraie barrière, comme vous le disiez. Et après aussi, l'un des freins, c'est qu'aussi finalement ces compagnies, elles sont habituées à un standing un peu Airbus, Boeing. Du coup, faut arriver à les convaincre aussi au niveau service, que le niveau de service atteigne aussi un certain niveau. Oui, j'allais intervenir parce qu'on connaît bien les compagnies chinoises, enfin comme Airbus, mais il faut bien avoir en tête que toutes les compagnies qui ont en commande des C919 sont quasiment toutes déjà clientes d'Airbus ou de Boeing avec des Neo ou des Max. Et donc ces compagnies, elles ont un niveau d'exigence qui est comparable à n'importe quelle compagnie aérienne dans le monde. Elles connaissent les standards de support, de service qu'offrent Airbus et Boeing, et les équipementiers et les fournisseurs qui sont derrière Airbus et Boeing. Et donc, ces compagnies vont avoir, vis-à-vis du C919 et de Comac, un niveau d'exigence identique en matière d'après-vente. Et quand je parle d'après-vente, je parle essentiellement de soutien technique, d'accompagnement en ligne, qui sont des choses qui ne s'improvisent pas, qui s'apprennent et qui nécessitent quand même pas mal d'expérience. Et c'est là, à mon avis, que Comac a aussi une phase d'apprentissage à mener. Heureusement, comme ils ont beaucoup de retard par rapport à Airbus et Boeing, notamment sur le lancement sur le marché de ce court et moyen courrier, parce qu'il y a moins de 10 avions aujourd'hui en opération auprès de 2 ou 3 compagnies aériennes. Ils ont le temps d'apprendre, mais ça va arriver assez vite et les compagnies aériennes ne leur feront pas de cadeaux. Donc il faut qu'ils prennent ça en compte et c'est ça qui aussi permet à Airbus et Boeing de protéger ses positions. Ouais, je pense que sur le développement du réseau de maintenance, effectivement, si je fais un comparable encore avec l'automobile, pour s'amuser, mais pour se faire peur aussi, mais on disait il y a 5 ans que les constructeurs chinois n'auraient jamais accès à l'Europe parce qu'ils n'avaient pas de réseau de distribution et de réparation des voitures. Et bien finalement, les réseaux de distribution, ils se sont ouverts instantanément puisqu'il y a des acteurs non concurrents des constructeurs qui sont des indépendants qui font de la maintenance de voitures. Et eux, ils sont allés voir les Chinois et leur ont dit nous, on va maintenir vos voitures. De la même façon qu'on a des MRO indépendants dans le monde. Et donc, il y a tout un écosystème qui va céder à l'appât du gain d'aller aider en fait Comac à se développer finalement. Peut-être là-dessus, je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter. Vous, concrètement, en fait, comment vous vous préparez à cette montée en cadence progressive de Comac ? La meilleure façon de se préparer, c'est celle que je décrivais auparavant, c'est-à-dire c'est de préparer, déjà c'est de maintenir la compétitivité de ce qui est aujourd'hui le leader du marché, sur le marché du monocouloir, qui est le 320 Neo. Donc on continue d'investir régulièrement pour maintenir le 320 Neo. On vient d'introduire le 321 XLR cette année, donc on étend en fait, on va dire, la capacité de la famille avion. Et en fait, on n'en a pas parlé beaucoup, mais la versatilité d'une famille produit a beaucoup de valeur, on va dire aussi pour les compagnies aériennes. Aujourd'hui, quand vous introduisez effectivement un 321, alors que vous opérez déjà du 320 ou du 319, c'est ce qu'on appelle la communalité. Effectivement, il y a donc, on va dire, toute la flotte, et ce qu'on appelle l'incumbency en anglais, c'est-à-dire la présence existante déjà d'une flotte, et le fait que les compagnies aériennes soient familières et puissent introduire et étendre, on va dire, leurs opérations, adapter la taille des modules en fonction de la demande des marchés, ça a effectivement beaucoup de valeur. Donc évidemment, la priorité, c'est déjà de faire face à nos propres engagements aux côtés des motoristes face au ramp-up. Après, la meilleure façon de nous préparer, c'est de préparer une feuille de route qui regarde l'ensemble des éléments sur lesquels on peut être disrupté. C'est pour ça que la dimension industrielle, elle est pour moi extrêmement importante, parce que quand bien même la prochaine disruption du côté de la Chine ne serait pas une disruption technologique, parce que les barrières à l'entrée, je veux dire, les limites de la science sont les mêmes. Et on ne va pas changer les équations de Bernoulli, et de toute façon, la densité énergétique est limitée. Donc du tout, et on connaît bien l'hydrogène, donc on sait quelles sont les limitations. Donc ça arrivera, mais il y aura forcément un laps de temps.
Par contre, la dimension industrielle, et je pense que Philippe l'a décrit, c'est-à-dire le niveau de maturité auquel ils sont arrivés aujourd'hui dans leur système industriel et leur capacité effectivement à monter en cadence, à baisser les coûts et à mettre une offre attractive, voire avec des packages totalement financés sur la table, ça c'est une vraie menace. Et donc je pense que ça va laisser effectivement la place. Et ça, pour ça, il faut qu'on travaille non seulement sur la performance de l'avion existant, de l'avion de demain, mais aussi sur un système industriel qui soit beaucoup plus efficient et qui nous permette effectivement d'améliorer notre base de coûts pour la prochaine génération d'avions. Toujours dans mon rôle de Cassandre, il faut savoir que dans l'industrie automobile, les usines les plus performantes sont en Chine aujourd'hui, et de très très loin. Et donc même, ils savent le faire en fait, même là-dessus malheureusement. C'est en ça qu'on a l'avantage d'avoir le très bel exemple de l'automobile pour se poser toutes les bonnes questions, de savoir comment on ne veut pas se retrouver dans leur situation. Mais ce qui est intéressant dans ce que Nicolas vient d'évoquer sur la versatilité, l'effet famille, la situation aujourd'hui de Comac fait qu'ils sont obligés, pour créer cet effet famille, de lancer un nouvel avion, et c'est ce qu'ils font avec le C929, qui est un avion long courrier, et qui a vocation à commencer à créer une famille. Le problème, c'est qu'ils le font maintenant, ils sont obligés de le faire maintenant, mais leur niveau d'avance technologique est tel qu'à nouveau, pour le C929, les Chinois vont être encore très dépendants des technologies occidentales. Donc l'étape d'après, c'est pas encore sur le C929. L'étape qui consiste à être plus autonome et plus indépendant en matière technologique, ça sera probablement pour le successeur du C919 ou le successeur du C929. Mais vous voyez, là, on vient de refaire l'histoire. On a admis que le benchmark de l'automobile était intéressant. Et en fait, il y a 20-30 ans, on aurait eu la même discussion sur l'automobile. Et maintenant, on en est à se dire, c'est foutu, les Chinois sont en train d'envahir le monde automobile, et le dernier rempart, c'est le protectionnisme. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Europe, là, avec les nouvelles régulations, et pareil aux États-Unis. Et en fait, la question, c'est jusqu'à quel point on doit les empêcher plus tôt, plus fort, de se développer. Je ne sais pas si on a uniquement conclu que le dernier rempart, c'était le protectionnisme. Je pense qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est passé en auto. Oui, mais il y a 20 ou 30 ans, Airbus ne regardait pas l'hydrogène. On ne regardait pas des roadmaps d'électrification, on ne regardait pas l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos processus industriels, dans le cockpit. Donc je pense que la façon de nous prémunir, c'est d'être au-devant effectivement d'un certain nombre de ces technologies. Par contre, ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement la difficulté est le niveau d'effort qu'on est capable de faire face effectivement aux géants chinois. Et là, faut-il plus de protectionnisme ou plus d'incitation, on va dire européenne. Moi, je suis plus dans une démarche anglo-saxonne là-dessus et je préconise plus d'incitation parce que l'incitation, en tout cas, quand on le regarde, notamment sur ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'IRA, je ne sais pas quelle sera la durabilité de l'IRA, mais l'IRA, en tout cas, on voit que ça marche pour une part, en tout cas. Ouais. Et du coup, sur un autre aspect aussi que vous vouliez évoquer, c'est comment on gère la question de la résilience de la supply chain face au risque d'impact géopolitique pour la Chine. Alors ce sujet est un sujet qui dépasse la Chine. Le sujet de la résilience de la supply chain, c'est un sujet global, comme Nicolas l'a évoqué tout à l'heure. La supply chain souffre actuellement et depuis longtemps. Vis-à-vis de la Chine, je voudrais quand même rappeler que la première obligation qu'on a, en tant que fournisseur, c'est d'honorer nos contrats. Donc la première chose, c'est qu'on a des obligations contractuelles, on doit fournir et faire du mieux qu'on peut pour honorer nos obligations. Une fois qu'on a dit ça, il faut s'adapter aux circonstances et il faut savoir anticiper l'avenir, un peu le rôle de la stratégie, d'essayer d'anticiper l'avenir. Et anticiper l'avenir vis-à-vis de la Chine avec les risques géopolitiques qu'on vient d'évoquer, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire éventuellement se trouver face au risque de ne plus pouvoir accéder à certaines matières premières ou d'accéder avec plus de difficultés, au risque de ne plus pouvoir accéder ou moins pouvoir accéder à certains fournisseurs, voire au risque de ne plus pouvoir accéder à son propre outil industriel en Chine. Et donc, pour se prémunir de ce type de situation, nous avons engagé un grand plan de résilience alors qui couvre l'ensemble de la supply chain et qui revêt un volet Chine, évidemment, un petit peu particulier. Concrètement, ce volet consiste en quoi? Je vais vous citer juste 2 exemples. Le premier exemple, c'est bien sûr de se désensibiliser de certains fournisseurs chinois. Alors ça veut dire soit ne pas continuer à s'approvisionner chez eux, soit créer des doubles sources ailleurs, en d'autres pays amis, l'Inde notamment, mais pas que, qui nous permettront éventuellement de limiter le risque si on ne peut plus accéder à ces fournisseurs.
Et c'est aussi de regarder comment on peut faire du local pour du local, qui est aussi un petit peu ce que fait Airbus au niveau du montage avion, c'est-à-dire produire en local pour des besoins locaux, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de réexporter, parce que s'il y a des risques géopolitiques, dans les premiers freins qui pourraient subvenir, c'est la question de la réexportation de produits ou de matériel qui sont fabriqués localement. Donc vous voyez, le plan de dérisquage de la situation chinoise, il revêt plusieurs aspects, et aujourd'hui, nous travaillons de façon très forte sur ce sujet-là pour éviter de se retrouver face à une de ces situations. Peut-être sur cette question de la gestion du risque Chine, Eric. Je pense que les leviers que vous venez de lister sont les leviers que tout le monde a en tête. La question peut-être, c'est ce qui est intéressant, c'est dans la manière dont vous le verbalisez. Vous le verbalisez comme un industriel qui va essayer de continuer à opérer en Chine vaille que vaille. C'est pour ça que le local pour local est un bon sujet. Dans d'autres écosystèmes, dans d'autres industries, on a des patrons qui décident plutôt de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'ils décident en fait de boycotter de manière un peu volontariste le monde chinois pour éviter de les aider à continuer à progresser, notamment dans les semi-conducteurs, par exemple. Et ça, c'est une autre posture, mais qui est quand même intéressante dans un monde qui est en train de se polariser. Je ne sais pas si vous aviez autre chose à ajouter sur ce sujet. La notion de boycott, quand on vient de dire qu'effectivement la Chine, ça représentait 20% du marché pour Airbus, etc., on n'est pas dans une posture, en tout cas pas aujourd'hui. Je pense qu'on essaie d'utiliser une boîte à outils. Ce que je pense que Philippe décrivait, c'est on a une boîte à outils. On essaie de faire des choses qui font du sens. Je pense que la notion de local for local fait du sens sur un principe de circuit court et de dérisking, aussi bien sur la géopolitique que sur des aspects même environnementaux. L'aspect dérisking, effectivement, double source, fait du sens. Je pense qu'on a une boîte à outils. Je décrivais au départ, effectivement, on est dans un environnement géopolitique, ce que notre CEO aime bien décrire comme volatile, incertain, complexe. Et donc, on doit adapter aussi. Je pense que les positions de rupture ne sont pas forcément celles qui, à plus long terme, nous seront favorables. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui une position qui est celle d'essayer de trouver un juste équilibre, mais qui va dans le même sens et qu'on sent qu'effectivement, il y a un certain nombre de points de tension. On parle, on va dire, de la dynamique US-Chine, mais aussi des points de tension entre Chine, Taïwan. Donc, on est très sensible à ces conflits. On construit des scénarios. Et on a besoin, effectivement, au regard de ces scénarios, de se donner effectivement un champ d'options. On a vécu ce scénario avec la Russie, où aujourd'hui, contraint et forcé, nous avons stoppé, enfin toute l'industrie occidentale a stoppé toute activité avec la Russie. Ce qui ne veut pas dire que dans quelques années, la Russie ne pourra pas ouvrir ses portes si les conditions le permettent un jour. Donc il faut être capable de faire des choses qui sont réversibles, dans les deux cas. Bah écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment des échanges très, très dynamiques et vraiment très intéressants.